Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des start-upers qui vont partager leur aventure, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. Aujourd'hui, dans le business, le pouvoir du marketing d'influence n'est plus à prouver. Les consommateurs 2.0 ne font plus confiance aux leviers publicitaires traditionnels. Ils ont besoin de pouvoir se projeter et ils trouvent dans les influenceurs de nouveaux modèles qui impactent leurs choix et guident leur mode de consommation. Les influenceurs sont donc un levier d'acquisition incontournable pour les startups. Et ce n'est pas Pierre-Adrien, fondateur de The Social Race, ou Sylvain, CEO de Sporty Home, qui diront le contraire. Mes deux invités ont misé, chacun à leur manière, sur le marketing d'influence pour faire connaître leur marque ou créer leur business. J'ai le plaisir de les recevoir dans ce nouvel épisode de Passe-moi le bic. C'est parti. Bonjour Pierre-Adrien Girogui, merci d'avoir accepté l'invitation au micro du BIC de Montpellier. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais ? Je suis Pierre-Adrien Girogui, je suis fondateur de The Social Race, j'ai 41 ans et j'ai lancé The Social Race en 2020 avec mon frère Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est une communauté de 10 000 micro-influenceurs sur l'application mobile The Social Race. Qu'est-ce qui peut motiver une start-up à travailler avec des influenceurs ? Alors, une start-up, elle a une volonté de conquête et de test produit. Il faut qu'elle prouve que son produit ou que son service soit très vite opérationnel et qu'elle ait des retours clients. Le fait de pouvoir transformer ses clients en ambassadeurs grâce aux nano et aux micro-influenceurs va lui permettre en fait de faire 2 pierres d'un coup. La première pierre, c'est un problème de publicité, de renommée. Elle va faire parler de son service ou de son produit. Et la deuxième aspect, c'est le fait de pouvoir faire tester à des personnes d'un profil normal. C'est pas des méga influenceurs qui ont fait de la télé-réalité. C'est pas des méga stars qui coûtent très très cher. Ce sont des personnes comme toi et moi qui vont pouvoir tester le produit et faire du coup des retours clients directement à la startup. Pour toi, c'est important de choisir un influenceur pertinent. Quels sont les éléments à prendre en compte avant de se lancer ? Alors, c'est l'adéquation en fait entre la profil, puisque quand on parle de nano et micro-influenceurs, on parle de personnes humaines. Une start-up ou même un commerce comme une petite pizzeria à Montpellier, elle a aucun intérêt d'avoir un nano ou un micro-influenceur qui est basé à Strasbourg ou à Lille. Si la start-up, elle évolue dans le médical, dans le bio ou alors dans la technologie, elle a besoin de profils qui sont ultra ciblés dans son secteur, dans son domaine. Et ça va lui permettre d'avoir un retour ultra pertinent, ultra efficace, et de 2, de rayonner sur une communauté qui, elle aussi, évolue dans ce secteur-là. Est-ce que tu cibles des réseaux en particulier ? Est-ce que tu vas chercher des influenceurs qui sont plus spécialisés dans un réseau social que dans un autre ? On va pas parler du même produit sur n'importe quel réseau social et on va pas parler de la même manière. Aujourd'hui, sur TikTok, on va mettre en avant des aspects amusants, fun, divertissants. Sur Instagram ou sur Pinterest, des choses qui sont belles, mises en avant, chiadées. Sur Twitter, des choses qui sont plutôt politiques, plus économiques. LinkedIn, des choses qui sont plus pro. Donc, en fonction du service ou de produit, on va s'adresser à des micros ou des nano-influenceurs qui sont actifs sur les réseaux sociaux qui correspondent à la cible de la startup. Encore une fois, cette histoire de pertinence par rapport à ce que la marque, la startup vient vous demander. Oui, la pertinence et le ciblage est capital pour pouvoir réussir une campagne. Alors, les objectifs peuvent être très divers et variés, mais ce qui est important de faire, c'est de savoir
vraiment quel est son objectif final. À partir de là, on va pouvoir briefer l'influenceur de la manière la plus efficace possible. Aujourd'hui, une marque, une start-up ou un produit, un service, un commerçant, peu importe, il a ce qu'on appelle un plan média avec différentes tranches. Par exemple, il peut avoir de la publicité sur les abribus, qu'on appelle outdoor. Il peut avoir de la publicité de conversion sur Google Click. Il peut avoir de la publicité dans les magazines. Il peut faire du sponsoring sportif. Il peut faire plein d'actions de communication diverses et variées. Ce plan média qui va définir quelles sont les lignes qu'il va mettre en avant en fonction du cible de ses prospects. Du coup, la nano-influence, elle vient dans la partie digitale sur les réseaux sociaux en complément parfois de la méga-influence. C'est ce que Unilever, du coup, active chez nous. Ils activent des méga-influenceurs et ils activent des nano-influenceurs qui vont lui créer ce qu'on appelle de l'UGC, de User Generated Content, en masse, c'est-à-dire du contenu généré par des nano-influenceurs que Unilever va pouvoir réutiliser sur ses réseaux. Comment est-ce que ça se contractualise ? Alors, on a la chance en France d'être ultra en avance d'un point de vue légal sur nos collaborations avec les influenceurs. Pourquoi ? Parce que la France est un vieux pays du cinéma et on a calqué la législation du cinéma, des enfants stars et des enfants mannequins directement aux réseaux sociaux, ce qui nous a permis, par rapport à d'autres pays, d'avoir un cadre légal déjà bien avancé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de subtilités à travailler, mais en tout cas en France, par exemple, que ça soit gratuitement en échange de produits ou de services ou d'une manière financière, il faut que le partenariat soit transparent pour la communauté. Certains réseaux comme Instagram permettent du coup de cliquer une petite case qui dit partenariat avec et on marque le nom de la marque et il n'y a aucune ambiguïté qui peut être faite. Ça, c'est quelque chose qui est capital. La marque est responsable si les influenceurs oublient de mentionner le partenariat. Et les contrats de travail se font aussi en fonction du statut de l'influenceur, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, quand une start-up, un commerce, une entreprise travaille avec un influenceur, il est ultra important de cadrer le partenariat avec un contrat. Même si c'est juste un échange produit, un échange de services, il est important de cadrer cette collaboration. Pourquoi ? Parce que du coup, l'influenceur peut oublier des mentions et grâce au contrat, on va lui rappeler en disant qu'il est légalement obligé de mentionner ce partenariat. Le partenariat, il a pour but de protéger la marque, de s'assurer que le briefing soit bien respecté et aussi de protéger l'influenceur pour que la marque respecte son engagement. Pourquoi est-ce que c'est important de faire confiance à un influenceur et lui laisser le champ libre dans son message, ses créations et la manière dont il parle d'une marque ? L'influenceur parle à sa communauté tous les jours, via ses posts, via ses stories, via ses différents canaux de communication. Donc du coup, l'influenceur, il connaît sa communauté. Il sait comment l'engager, il sait comment lui parler et il sait comment échanger avec elle. Et la façon dont il va parler de la marque, c'est sa façon à lui. C'est pas la façon de la marque. Sinon, la marque, elle pourrait faire de la publicité et mettre en avant son produit, mais c'est pas ce qu'elle vient chercher dans un influenceur. Quand elle vient chercher un influenceur, elle vient chercher la façon dont il va utiliser le produit pour le mettre en avant auprès de sa communauté à lui. Ça ne sert à rien de payer un influenceur si c'est pour lui imposer un texte pré-rédigé. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Est-ce que tu as un exemple d'un partenariat, de quelque chose qui se serait peut-être mal passé à un moment donné ? Oui, il y a une grosse erreur. Beaucoup d'entreprises visent à calculer avec les nano et les micro-influenceurs directement le taux de conversion sur la vente. Par exemple, avec un code promo. Le problème du code promo, c'est qu'on est tellement confronté à la publicité dans notre vie de tous les jours, c'est que quand on voit un code promo, notre cerveau, cognitivement, va tout de suite analyser qu'il y a une rémunération tierce qui est faite. Donc du coup, en fait, quand on voit un code promo, on se dit « ouais, mais bon, la personne va être rémunérée dessus ». Et du coup, ça baisse la qualité du conseil, ça baisse la qualité de la recommandation. Merci pour toutes ces réponses. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des influenceurs ? C'est quoi les conseils que tu peux donner aux startups ? Alors, on peut trouver des influenceurs à plein d'endroits. Donc déjà, chez les agences de communication, les agences d'influence, les services digitaux pour trouver des influenceurs, mais on peut aussi les trouver dans les blogs, dans les débats, sur les chats, sur les forums, là où on voit des personnes qui sont très impliquées sur des sujets. Et là, du coup, ça peut être des profils qui peuvent être très pertinents pour les startups, notamment dans la tech, par exemple, ou sur des forums très ciblés, on va pouvoir identifier des profils ultra qualitatifs pour la startup.
J'aimerais qu'on termine aussi là-dessus. Tu m'avais dit que c'est important que les gens, les startups, les entreprises se détachent des influenceurs de télé-réalité. Alors en fait, en France, on parle beaucoup d'influenceurs, et ce que l'on pense quand on parle d'influenceurs, on pense à ces stars de télé-réalité, aux abdos impeccables et aux formes beaucoup plus pompées que naturelles. Et en fait, c'est malheureusement en France un gros frein. On se rend pas compte qu'on a en fait des influenceurs autour de nous qui sont ultra efficaces. Nos amis nous conseillent des restaurants, nos amis nous conseillent des lieux de sortie, nos collègues nous partagent leur expérience. Et il est important qu'on se détache de ces méga influenceurs qui n'ont pas d'historique, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de pertinence à mettre en avant un produit beaucoup plus ciblé. Et un sportif est plus à même de parler d'une basket que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Quelqu'un dans la tech est plus à même de parler d'un sujet parce qu'il évolue dans le sujet. Et c'est ça qui est important de rendre à l'influence, c'est qu'il y a des experts dans tous les domaines et ce sont ces experts qu'il faut qu'on écoute. Après avoir écouté le témoignage de Pierre-Adrien, vous comprenez qu'il n'est pas forcément nécessaire de dépenser des milliers d'euros et de travailler avec des influenceurs stars pour réussir une bonne campagne d'influence. Les startups ont de nombreuses autres options à leur disposition. Et pour approfondir cette question, je vous propose d'écouter le témoignage de Sylvain autour de son expérience du marketing d'influence avec sa startup Sportiome. Bonjour Sylvain, alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ta startup ? Oui, bonjour, merci à toi pour l'accueil. Je suis Sylvain Morel. Je suis le cofondateur et COO de Sportiome.com, qui est une entreprise qui permet de connecter des hôtes, donc des propriétaires d'hébergement et des voyageurs autour de leur passion sportive pour qu'ils puissent réussir leurs vacances et pratiquer leur sport favori partout en France et dans 40 pays aujourd'hui. Au niveau de la communication, du marketing, vous avez choisi du coup avec Sportiome de faire appel à des influenceurs. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ouais, alors on a la chance nous d'évoluer dans l'univers du sport, et dans cet univers-là, il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a des nano-influenceurs, des influenceurs plus gros, des influenceurs stars, et on a très vite voulu utiliser leur réseau, leur communauté pour diffuser notre concept et faire en sorte que le plus de sportifs et sportives possibles entendent parler de nous. Et je me rappelle encore qu'au démarrage de Sportiome, j'avais un ami qui était directeur marketing chez Red Bull France et qui m'a dit « Tiens, ça serait super sur ton magazine Sportiome, notre blog associé à notre entreprise, de pouvoir interviewer des riders, des champions sportifs. » Et là, on a été mis donc en contact par lui avec Loïc Bruni et Justine Dupont. Et donc, on a commencé à collaborer avec eux via un interview sur notre blog. Et ils ont parlé de nous sur leurs réseaux sociaux, donc plutôt sur Instagram, pour faire découvrir notre concept à leur communauté. Et ça date de tout début 2017, donc ça date d'il y a longtemps. Et ça a lancé cette énergie positive pour nous de vouloir collaborer avec des influenceurs sportifs et après ouvrir aussi sur des blogueurs du voyage et qui sont passionnés de sport et de découverte de nouveaux territoires autour des sports. Justement, ça enchaîne un petit peu avec ma deuxième question. Comment est-ce que tu as choisi ces influenceurs ? Quels sont les éléments que tu as pris en compte ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, un, c'est budget ou pas de budget. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à payer la personne pour qu'elle parle de nous ? Au démarrage d'une entreprise, on a des budgets qui sont serrés. Donc, on va plutôt aller sur des influenceurs petits, mais qui ont une affinité au concept qu'on propose. Une personne qu'on a rencontrée très tôt dans l'aventure qui s'appelle Isabelle Fabre, qui est une blogueuse voyage sport. Elle cherchait un logement à l'île Maurice et moi, je rentrais juste d'un voyage à l'île Maurice où j'avais dormi chez un passionné de kitesurf qui était qui était devenu ensuite hôte Sportiome. Et je lui dis, tiens, tu devrais dormir chez Eric. Tu vas passer des vacances géniales parce que s'il n'y a pas de vent, il te prête du matériel et il va même t'emmener sur le spot pour te montrer comment ça fonctionne, identifier les points clés pour réussir ta sortie kitesurf. Et elle me dit, c'est génial, je veux bien y aller. Est-ce que tu peux me payer 2 nuits, donc 2 fois 50 €? Donc oui, j'ai dit oui, ok, banco. J'ai fait un virement de 100 €.
Et elle a écrit un article, elle était sur place, elle s'est régalée, elle en a parlé à sa communauté et fait qu'aujourd'hui, Eric est notre hôte numéro 1 sur la destination île Maurice. C'est lui qui a reçu le plus de réservations sur cette destination-là. Donc, quand on cherche des influenceurs, c'est le budget que je suis prêt à mettre ou pas. 2, on regarde la communauté qui est associée. Est-ce que c'est une communauté qui interagit? Est-ce que c'est une communauté qui est plutôt juste là pour suivre? Nous, ce qu'on aime, c'est d'aller chercher des influenceurs avec un retour sur investissement efficace. Bien sûr, il y a un scan qui est fait par nos équipes. Donc, il y a Natacha qui gère cette partie-là chez nous, qui va identifier ceux dont le contenu correspond à notre image. Elle va les démarcher ensuite sur Instagram ou d'autres réseaux. Et derrière, si on voit que ça mord, on va creuser le sujet au niveau de l'efficacité des opérations qu'ils ont déjà réalisées. Et après, très vite, il faut tester, les amener sur place, tester et leur faire découvrir le concept et puis derrière, continuer à engager. Et ce qu'on aime faire, c'est faire des actions dans la durée, avoir des influenceurs qui restent dans le temps. Alors, on a eu des échecs, on a fait une mission, ça s'est mal passé parce que on a un exemple sympa où l'influenceur est arrivé sur place avec une Golf rabaissée, donc une voiture un peu de tuning rabaissée, pour aller dans un chalet en montagne qui est accessible que par une piste. Il le savait, Il a jamais pu monter, du coup il a râlé, il a pas pu aller sur place. Donc lui, on a fait qu'un shoot de mission, on est passé à autre chose. Et puis on a d'autres exemples où on collabore depuis maintenant plus de 5 ans avec les mêmes influenceurs, ce qui nous permet de créer des liens forts aussi, de les rencontrer physiquement et de continuer l'aventure avec eux. Et eux, ils ont un vrai rôle de contributeur au développement de l'entreprise. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a envie de trouver des influenceurs ou de travailler avec des influenceurs? Il y a plusieurs approches. Soit au démarrage, il faut se faire la main. Et pour se faire la main, le mieux, c'est de les contacter en direct. Tu les contactes en direct et tu vois comme ça quel message passe, quelle information ils vont te demander. Ça te permet d'ajuster ton discours, d'ajuster ton offre. Ensuite, il y a la possibilité de travailler avec des agences spécialisées, soit des agences influenceurs, où là, tu définis un budget de la mission, 10 000, 15 000 euros, et ils vont contacter pour toi des influenceurs parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils leur donnent des missions régulièrement. Ça, l'avantage, c'est que c'est vraiment carré, il y a un contrat, etc. Ça permet d'avoir un suivi professionnel, mais ça demande beaucoup d'allers-retours parce que ça passe par l'agence qui ensuite repasse par nous. Sur une mission qu'on a fait sur un logement ski, on a mis du temps, on a dû relancer des dizaines de fois l'influenceur pour qu'il finalise sa mission. Donc du coup, on relançait l'agence, mais on relançait ainsi l'influenceur en direct. Pas facile. Je vais juste rebondir sur la partie budget. On a eu des expériences assez intéressantes. On a contacté plusieurs influenceurs qui nous plaisaient, des gros aussi, très gros. Et on a eu, je crois que le budget max qu'on a eu, c'était en offre 50 000 euros pour un post Instagram. Donc c'est huge. Est-ce que derrière l'impact, il est là et on va prendre X milliers de nouveaux membres, de nouveaux logements et de réservations? On ne sait pas. Je pense pas. Mais c'est sûr que tu peux gagner du like. Mais c'était hors budget pour nous. On a eu des demandes de l'ordre de 50 000 euros pour une vidéo YouTube qui va durer moins d'1 minute. Il fallait ensuite payer les déplacements, les logements, les frais de nourriture. C'est très élevé. Quand on a fait notre levée de fonds, la dernière en août 2021, pour 2 millions d'euros, on avait en tête de vouloir associer au projet Sportium un sportif ou une sportive de belle renommée. Et en fait, on a eu la chance d'avoir Nathalie Simon, qui était déjà propriétaire hôte donc sur Sportium, donc on peut réserver son hébergement. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas la démarcher et lui proposer aussi de co-investir avec notre fonds d'investissement dans l'entreprise pour ensuite associer son nom à Sportium. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça a pris du temps à organiser parce que là, il y a les avocats qui rentrent en jeu, un contrat de communication avec un certain nombre de postes, les sujets qui vont être abordés, etc. Donc, ça a été mis en place. Et ce qui fait qu'on a donc cette championne sportive, ancienne présentatrice TV, qui nous a rejoint et qui nous permet d'apporter une image sport, bien-être à l'entreprise avec son naming. Donc, on a le droit d'utiliser son nom. Je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu as des erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans la recherche d'influenceurs? L'erreur clé, c'est de croire que celui qui reçoit beaucoup de likes, par exemple, il y en a, ils ont des petites communautés, 10 000 followers,
Ils font un post, ils vont avoir 600, 700, 800, 900, voire 1000 likes sur une photo. Ils ne peuvent pas penser que quand ils vont parler de Sportium, ces 1000 likes qui vont aller sur la photo où ils parlent de Sportium, en fait, ils donnent leur like, leur communauté leur donne des likes. Ils peuvent poster une photo d'eux en train de manger un bol de riz ou en train de surfer une vague avec un propriétaire Sportium. Les likes, en fait, ils vont vers eux. Et donc, il faut trouver ceux qui sont capables, au-delà du like qui est apporté sur le post qui est fait, de faire en sorte que la communauté aille s'inscrire, aille suivre l'entreprise qui présente. Et encore mieux, aille réserver directement un hébergement. Et ceux-là, ils sont durs à dénicher. Et c'est là notre secret sauce interne qu'on arrive à faire avec Natacha et nos équipes pour aller les dénicher. Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui est capable de te dire tiens, regarde, cette boisson rose, elle est super bonne pour ta santé, tu devrais t'en acheter. Et là, la communauté qui les suit va en acheter. Et c'est pour ça que ça marche bien avec, je reviens sur l'exemple d'Isabelle Fabre. Elle, c'est une blogueuse de voyage autour de bons plans, autour du sport, du travel. Elle va te donner des bons plans hébergement, des bons plans pour trouver des billets d'avion moins chers. Donc du coup, quand elle va parler du concept Sportium, sa communauté attend de recevoir des bons plans d'elle. Donc, ils vont suivre et ils sont vraiment influencés par son choix. Nous, quand elle parle de nous, on voit les réservations qui augmentent tout de suite et les gens qui réservent qui disent bah oui, voilà, c'est Isa qui m'a dit de réserver chez vous. On adore votre concept. En tout cas, on adore ce qu'elle fait. On la suit depuis tout le temps. Si elle me dit d'acheter du thé vert de cette marque, je l'achète. Si elle me dit d'aller sur Sportium, je le fais. Et c'est là qu'on se rend compte des vrais influenceurs, ceux qui sont capables d'amener de la transformation, de la conversion. Les autres, c'est des influenceurs, top, qui vont t'amener du reach, donc des likes sur ta marque ou de la notoriété. Donc c'est bien, certaines entreprises ont ces budgets pour ces budgets-là, sauf que nous, on compare les budgets qu'on a sur nos équations marketing versus ceux qu'on va mettre sur l'influence marketing. Pour résumer un petit peu, justement, si on doit donner des conseils à des gens qui ont envie de faire de l'influence marketing, il faut aussi se demander quel est notre objectif. Oui, je pense que une vraie stratégie marketing d'une entreprise, elle va s'appuyer sur les différents leviers. Parce que la notoriété, elle est importante. Faire connaître sa marque, c'est important aussi. L'influence marketing, c'est une équation qui est pas infinie déjà. Parce que si tu vois le temps que ça prend de trouver un influenceur, puis 2, puis 3, puis 4, l'investisseur, il sait très bien que ça va être difficile versus une équation Google ou retargeting Facebook qui marche très bien. Et lui, il veut être capable de lire ton business plan en disant OK, là, cette année, ce mois-ci, tu as mis 10 000 € en influence marketing. Combien de réservations tu as gagné? Tu vas lui dire ouais, mais j'ai gagné en notoriété. Regarde le nombre de likes qu'on a. Mais ça, il s'en fout complet. Tu as mis 10 000. Combien de résas tu as fait? Peut-être que c'est propre à notre business de pouvoir, via les influenceurs, aller chercher de l'inspiration auprès de leur communauté, mais accepter de payer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 10 fois pour que ça prenne du temps, pour que la communauté commence à s'engager. S'il y a une leçon à tirer de ces 2 témoignages, c'est vraiment l'idée que le choix du bon influenceur est capital. Vous devez absolument choisir une personnalité qui partage les mêmes valeurs que votre start-up et qui sera capable de parler de votre marque à sa communauté de la manière la plus simple possible. Restez avec moi, car pour conclure cet épisode, j'ai rendez-vous avec Adèle, chargée d'affaires au BIC de Montpellier, qui va partager ses conseils et vous expliquer comment un incubateur peut vous aider à mieux travailler avec les influenceurs. Alors bonjour Adèle, merci de répondre à nos questions. Est-ce que le BIC accompagne sur la question de l'influence marketing pour les startups ? Alors oui, le BIC accompagne, mais de façon indirecte, puisque nous ne sommes pas une agence de communication ou d'influence marketing. Donc, c'est pas nous qui allons faire de l'influence marketing pour le compte des entreprises. Nous, notre rôle d'accompagnateur, c'est d'aider les entreprises finalement à se poser les bonnes questions au bon moment. Et donc, sur la partie influence marketing, la première chose à faire, c'est finalement se poser la question du ciblage. Quelle est la cible finale à laquelle je m'adresse? Et à partir de là, quels sont les prescripteurs qui vont pouvoir parler de mon offre, de produits, de services
à ma cible finale. Et donc là, ça fait le lien vraiment avec les influenceurs. Quels sont les influenceurs auxquels je vais pouvoir m'adresser par rapport à ma cible finale. Et plus je vais avoir une cible bien identifiée, une cible précise, plus je vais pouvoir savoir à quel type d'influenceur est-ce que je vais pouvoir m'adresser. Comment est-ce que vous accompagnez les startups sur la question de l'influence au-delà de leurs clients cibles? Est-ce que vous accompagnez peut-être sur la structuration? Quel est votre rôle pour les aider s'ils viennent vous voir pour faire de l'influence marketing? Nous, c'est dans un premier temps cette question du ciblage. Ensuite, ça peut être la question de la relation avec les prescripteurs et notamment de cadrer juridiquement la relation. L'importance aussi de faire des contrats de partenariat, de prestations avec les différents types de partenaires. Et ces partenaires peuvent être des influenceurs, mais l'importance vraiment d'avoir un cadre juridique qui va être clair. Ensuite, faire des mises en relation aussi avec différents avocats qui peuvent les accompagner ou partenaires qui peuvent les accompagner. Un troisième point, ça va être également le témoignage d'entreprises comme Social Race, comme Sportium, qui vont parler aussi de leur retour d'expérience, de comment est-ce qu'ils gèrent les relations avec les influenceurs, pouvoir faciliter aussi le partage de bonnes pratiques entre entreprises. Ça, c'est un rôle important aussi de l'incubateur. Il y a une grosse communauté de dirigeants au sein de l'incubateur, plein de savoir-faire. Et donc, autant aller poser la question à l'entreprise qui est juste en face de mon bureau. S'appuyer sur ce savoir-faire-là qui est dans le réseau. Eh bien, merci beaucoup, Adèle, pour toutes ces réponses et à bientôt. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.